Deuxième partie de échange aujourd'hui consacrée au thème tradition et développement socio-économique de l'Afrique. Nous sommes avec le docteur Napo Mukaila Niane, enseignant-chercheur à l'université de Lomé au Togo. Alors, monsieur Niane, l'organisation socio-politique des sociétés traditionnelles africaines laisse entrevoir une multitude de systèmes politiques dont l'un des plus courants est la chefferie. Aujourd'hui, quelle interaction vous avez pu voir entre le pouvoir moderne et la chefferie traditionnelle? Alors, la chefferie traditionnelle a continue d'entretenir avec les pouvoirs politiques, administratifs et politiques, des rapports parfois un peu complexes. Et ces rapports ne datent pas d'aujourd'hui. Certaines sources d'histoire nous permettent, n'est-ce pas, de nous rendre compte que, par exemple, dans certains pays, dans certaines régions du nord du Togo, la chefferie n'était pas une réalité. Ils avaient leur système d'autorité qui était différent de la chefferie telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, dans certaines régions du Togo, par exemple au nord, dans certaines régions du nord du Togo, ces chefferies avaient été instaurées par l'administration coloniale. C'est pour dire, n'est-ce pas, et que très tôt, ces rapports se sont noués et sont faits à ce jour de rapports de collaboration. Parce qu'on peut entrevoir une certaine collaboration, d'ASPA, entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs comme de la chefferie traditionnelle, parce que d'une part, par exemple, la chefferie peut aider à pacifier. On peut les mobiliser, à aider à atténuer les conflits. On a besoin de, par exemple, pour orienter, pour guider dans les initiatives de développement local. Mais c'est équivoque que dans d'autres pays, le pouvoir colonial combat cette chefferie il instaure sous d'autres cieux. Oui, c'est là que j'en viens. C'est-à-dire qu'on a des rapports de collaboration, n'est-ce pas, comme je l'expliquais. Mais on a aussi eu, et on continue d'avoir parfois aussi, des rapports de conflit. Parce que des rapports de conflit en ce sens que parfois ces rapports au regard des intérêts divergents, le pouvoir politique ayant besoin d'instaurer sa domination se voit dans la nécessité de, entre guillemets, coloniser cette chefferie ou du moins de la dominer ou en tout cas d'en faire un instrument à sa faveur. Est-ce que vous voyez? Donc c'est en ce sens que parfois des rapports aussi de conflictualité, n'est-ce pas, naissent entre ces deux entités. Donc, on a des rapports de collaboration. On a eu aussi des rapports conflictuels qui existent et qui existent encore entre ces deux entités. Et maintenant, tout dépend surtout, dans tous les pays, d'accord, de ce qu'on en fait. Est-ce que vous voyez? Tout dépend de ce qu'on en fait. On peut choisir dans des orientations politiques du pays d'en faire un outil d'accompagnement de l'administration, comme je dis, n'est-ce pas, en tenant compte également, leur accordant leur place. Il y en a qui ont réussi à faire, dans certains pays, ce savant maillage, ou en tout cas, semble réussi. On parle très souvent du Ghana, on parle très souvent du Nigeria aussi, dans certaines régions du Nigeria, comme prend pour exemple, où on a pu trouver en bonne intelligence ce maillage entre les deux politiques, où on laisse la chefferie jouer son rôle. Comme je dis, on peut mobiliser la chefferie pour pacifier, pour orienter. Puisque ceux-ci sont des leaders de leur communauté. Ils sont souvent écoutés. Ils drainent des foules, entre guillemets. Et donc, on peut s'appuyer sur eux véritablement pour administrer le pays, pour orienter le développement. Mais très souvent, les pouvoirs politiques, puisque quand on dit politique aussi, c'est la conquête du pouvoir, la conservation du pouvoir. Et donc, très souvent, on a tendance aussi à vouloir instrumentaliser cette chefferie-là en la faveur des pouvoirs politiques. D'où naissent parfois les conflits. Et pour ce faire, on en arrive parfois à remettre en cause les logiques même d'instauration de ces chefs. Parce que dans chaque communauté, il y a des règles. Chez certains, on consulte les oracles, et les oracles désignent le successeur. Chez d'autres, ce n'est pas héritage. Et d'autres, c'est une forme d'élection. Mais quand le pouvoir politique en vient à vouloir instrumentaliser, donc ils ont tout intérêt à introniser. La tradition elle-même évolue au fil du temps, que tout peut arriver. Oui, il y a cet aspect, mais il y a surtout que c'est une question d'intérêt.
Parce que qui dit chef dit aussi la gestion des terres, la gestion des ressources naturelles, dit aussi quelqu'un qui, en quelque sorte, si vous voulez, quelqu'un qui, en quelque sorte, peut favoriser un parti politique en le permettant d'organiser ses meetings, mais peut interdire ou influencer l'autre parti à sorte qu'il ne puisse pas organiser. Donc, d'où les conflits parfois. Et donc, comme je dis, ces rapports sont ambivalents, n'est-ce pas? Ce sont des rapports de coopération, mais aussi parfois des rapports conflictuels. Tout dépend de ce qu'on veut en faire, tout dépend des orientations que chaque pays veut. Mais, à mon sens, on pourrait utiliser à bon escient cette chefferie traditionnelle, comme je dis, pour une bonne gouvernance, pour les aider à mobiliser les populations autour d'un idéal, autour des activités communes, etc. On peut véritablement se servir du pouvoir de la chefferie traditionnelle pour orienter positivement. Monsieur Niane, impact de la tradition sur le développement socio-économique d'un pays comme le Togo, d'un pays comme le Bénin, de l'Afrique comme continent. Est-ce que la chefferie traditionnelle elle-même accepte la redevabilité envers les citoyens? Oui, parfois quand on analyse la chefferie traditionnelle telle qu'elle fonctionne avec ses règles et ses principes et un peu ce qu'on pourrait appeler les pouvoirs modernes en termes de démocratie, il semble parfois avoir une certaine antinomie. Il semble avoir une certaine antinomie. En ce sens, par exemple, qu'au niveau du pouvoir politique, c'est des règles plus ou moins objectives, de succession, etc. Alors que parfois, au niveau de la chefferie traditionnelle, ça peut être juste une question d'héritage, etc. Mais comme je dis, derrière cette chefferie traditionnelle, il y a aussi des valeurs qu'on peut tirer à travers leur mode de gestion, la façon dont ils gèrent les conflits, ils gèrent les ressources, comment ils arrivent à stabiliser leur communauté, à faire vivre différents peuples dans la paix, etc. On peut s'inspirer, on devrait s'inspirer de ces modèles, par exemple, pour nourrir la gestion aussi des pouvoirs modernes. Est-ce que vous voyez? Et donc, de façon générale, même si dans le fonctionnement, ces pouvoirs traditionnels semblent ne pas être très enclines aux questions de changement, etc., on peut toujours, comme je dis, trouver un bon maillage entre les deux entités pour tirer meilleur parti. Et comme je dis, on a des exemples, on a su trouver, n'est-ce pas, un meilleur mécanisme où ces entités existent, on s'en sert pour aider les pouvoirs politiques à avancer. Et donc, moi, je pense que c'est dans ce sens qu'on doit évoluer et on doit travailler à y aller. Alors, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Lorsque l'université de Lomé, par exemple, établit des plans de développement social, économique et politique, est-ce que vous vous référez forcément aux traditions en vigueur dans le pays? De façon générale, l'université ne travaille pas en vase clos, n'est-ce pas? Et de façon générale, l'université travaille avec toutes les entités. D'abord, le gouvernement donne des orientations, des directives par rapport à l'université qu'ils veulent. Maintenant, l'université, dans son fonctionnement, tient compte de toutes les entités, que ce soit les partenaires économiques, mais aussi la chefferie traditionnelle, etc. Mais de façon générale, dans la recherche, peut-être, dans ce sens, est-ce que les recherches scientifiques se nourrissent du savoir de cette tradition? Bien entendu, sur un plan, que ce soit au niveau des anthropologues et des sociologues, par exemple, la tradition est un terrain de recherche où on cherche à comprendre, à cerner, à produire des savoirs sur cette tradition. D'autre part, des savoirs scientifiques se nourrissent aussi des savoirs traditionnels. Parce que la science aussi, c'est quoi? On part des faits. D'accord? On part des faits. On essaie de les analyser pour dégager des similitudes, pour dégager des vérités, si on peut le dire ainsi, pour en faire des modèles, des lois. Et donc, on peut partir des savoirs traditionnels pour tirer un savoir scientifique. Donc, selon vous, vous arrivez à une certaine validation scientifique du traditionnel? Bien entendu, que ce soit sur le plan de la pharmacologie, par exemple, des gens sont partis des savoirs, des pratiques endogènes
pour essayer de comprendre véritablement quelles sont les vertus de telle plante, etc., pour en tirer des conclusions véritablement. Donc, on peut partir de ce savoir, par exemple, sur, comment vous appelez ça, la médecine traditionnelle. On peut s'en inspirer pour produire. Je pense même qu'à l'occasion de la Covid-19, on a eu une collaboration entre le monde universitaire et tout ce monde-là de la médecine traditionnelle qui avait permis d'ailleurs au comité scientifique, si je me souviens bien, de sortir des résultats assez intéressants sur des vertus de telle plante qu'on avait même recommandé aux populations. Ça veut dire qu'on aurait pour poursuivre. C'est finalement le vaccin qui a été le plus sollicité. Oui, d'accord, mais n'empêche que ces éléments devaient participer ou pouvaient aussi aider, étaient des adjuvants pouvant aider à lutter ou etc. Mais on aurait pour poursuivre la collaboration. Et peut-être c'est à ce niveau qu'il faut peut-être beaucoup plus travailler. Il s'agit de créer beaucoup plus, par exemple sur le plan de la médecine, il s'agit de créer un cadre de dialogue, un cadre de travail, de mettre ensemble ces savoirs-là pour pouvoir les formaliser, d'accord, les modéliser scientifiquement. Est-ce qu'on peut dire que les autres universitaires, à part les anthropologues, est-ce que l'universitaire a peur du traditionnel? Peur du traditionnel? Pas forcément. Mais il arrive parfois que la science vienne à mettre à jour certaines vérités scientifiques qui battent en brèche des traditions existantes. Est-ce que vous voyez? Ou qui les remettent en cause. Prenons peut-être un fait un peu douloureux parfois, qui est l'excision. À la base, c'est une pratique traditionnelle qui n'avait pas pour intention juste de nuire aux jeunes filles, qui a son sang, qu'on lui donne ses orientations. Mais finalement, scientifiquement, il est prouvé que cette pratique a des répercussions très néfastes sur des jeunes femmes qui subissent cela. Est-ce que vous voyez? Et donc, en cela, on peut voir un certain mais ou plutôt ça devait permettre d'évoluer. C'est-à-dire, s'il y a une pratique traditionnelle et que la science vient à la remettre en cause, ça devait permettre d'évoluer, soit de dépasser ces pratiques-là ou de les retoucher, de les reformer. En tout état de cause, j'estime que la collaboration devait beaucoup plus se faire de façon plus intense, de sorte que la science puisse puiser des savoirs, parce que des savoirs, il y en a. Par exemple, on a des savoirs en Afrique, au Togo, où des gens, de génération en génération, ont transmis le savoir, par exemple, de réparer des fractures, des entorses, par exemple. Et ces savoirs-là peuvent nourrir les pratiques en termes de kinésithérapie, en termes de massage, par exemple. J'ai parlé de la médecine traditionnelle. Et donc, les médecins dans le domaine de la pharmacie peuvent aussi s'en inspirer pour produire, des modèles, des procédés beaucoup plus modernes, beaucoup plus efficaces scientifiquement. Mais sur l'autre plan aussi, comme je l'ai dit, sur le plan anthropologie, sur le plan de la sociologie, on peut aussi partir, par exemple, des savoirs sur le plan de la tradition, sur la gestion des conflits, par exemple, la gestion des ressources, pour produire des modèles beaucoup plus efficaces, n'est-ce pas, en termes de gestion de conflits, etc. Et donc, il y a des savoirs qui sont produits de façon générale. Les chercheurs investissent le champ de la tradition, le champ des pratiques, pour les modéliser et produire des savoirs dans ce sens. Maintenant, il faut tout simplement mettre les catalyseurs qu'il faut. Il faut formaliser les cadres, encourager et financer beaucoup plus efficacement et en faire usage. Apparue à la fin du 19e siècle, la perspective afrocentrique dénommée panafricanisme prend de l'ampleur. Est-ce que ça a un retour à la tradition ou un recours à la tradition? En tout cas, on a plusieurs perceptions de la chose. Des panafricanismes, il y en a suffisamment. Il y a des tendances. Mais à mon sens, cela devait être aussi un recours. Pas un retour. Pas pour moi un retour. Parce que, vous savez, le monde est dynamique. Il évolue. Et comme je dis, au gré des contingences, des crises, au gré des urgences. Et vouloir aujourd'hui, à mon sens, un retour pur et dur à une certaine tradition, je considère ça comme une certaine utopie. Parce que nous sommes quand même aujourd'hui aussi dans une forme de convergence mondiale. Okay? Nous avons des accointances, nous avons des accointances à l'heure du numérique, un maillage, on a la visibilité, tout ce qui se fait autour de nous. Et pour moi, ça devait être un recours, partir de ce que nous avons d'efficace, des valeurs, pour nous orienter vers l'avenir. En innovant, bien sûr. Cela ne veut pas dire être statique, mais c'est de partir, de puiser de ces savoirs-là, de ces pratiques africaines, de ces valeurs africaines, pour évoluer. Il s'agit également aussi
de s'inspirer de ce qui se fait de bien d'ailleurs. Il ne s'agit pas de rejeter totalement ce qui se fait ailleurs, mais il s'agit surtout aussi d'éviter de s'identifier totalement à ce qui se fait ailleurs. Donc il faut faire un meilleur maillage entre ce dont nous disposons et ce qui se fait aussi de bien ailleurs et par rapport à nos besoins pour trouver quelque chose d'innovant, quelque chose qui soit beaucoup plus utile pour nous. Monsieur Niane, comment est-ce que les traditions peuvent avoir un impact durable sur le développement socio-économique du continent africain, du Togo? Alors, les traditions peuvent avoir un impact positif, mais aussi négatif parfois. Et donc, c'est vrai qu'on a une certaine tendance qui tendait, d'accord, à opposer tradition et développement. En ce sens que on a souvent vu dans le développement des modèles qui sont des modèles venus d'ailleurs et qu'il fallait les calquer. Et ce qui fait que parfois cela se heurte à des pratiques et des savoirs endogènes. Mais bien au contraire, vous avez plusieurs tendances, et d'ailleurs c'est la tendance générale aujourd'hui qui considère qu'il faut partir des savoirs endogènes, d'accord, pour pouvoir asseoir des modèles de développement qui soient adaptés à nos réalités et qui soient adaptés évidemment à ces traditions. Et donc ce n'est qu'à ce prix qu'on peut véritablement... Il y a la nécessité de réorganiser complètement les universités, peut-être. Absolument, il y a nécessité de réfléchir constamment sur nos universités, sur la façon de les organiser, sur la façon dont ces universités, sur la place de ces universités dans nos processus de démocratie et de développement. Il ne s'agira plus désormais d'avoir des universités pour les avoir, mais il s'agira de faire des universités les instruments du développement. Et tout dépend des politiques de chaque État. Et donc faire des universités des instruments de développement revient à les financer d'abord, à mieux les organiser, à les financer suffisamment, n'est-ce pas, et à recourir à ces universités, donc à travers leurs recherches, les résultats de recherche, pour en faire des outils, bien sûr, qui s'inspirent des modèles traditionnels et pour en faire un outil de développement. Donc il s'agira désormais de faire beaucoup plus confiance aux universités, comme je le dis, de les financer et d'en faire le cœur de nos processus de développement. Ce sera tout pour l'échange aujourd'hui. Merci Dr Nampo Mukaila Niane d'être passé sur ce plateau. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé au Togo. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.